Bon, du coup, je me présente, Audrey Bellartz, je suis l'ambassadrice régionale du Mois sans tabac. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'informations à ce sujet-là, que ce soit pour être accompagné dans une démarche pour monter une action Mois sans tabac ou tout simplement pour avoir des informations à ce sujet. Et donc, j'organise ce cycle de webinaires pour pouvoir permettre aux professionnels de santé de se former et s'informer sur les dernières actualités concernant le tabac. J'espère que ça vous intéressera. Je continue si vous voulez. Je m'appelle Natalia Livatic. Je travaille au département d'addictologie du CPN. Je suis chef de projet en santé publique, prévention de la santé. Donc, je travaille en lien avec Audrey aussi et j'organise des actions au sein du CPN. Alors, je suis désolée, je n'ai pas ma caméra. Je vais poursuivre. Donc, moi, je suis Marine Garnier, je suis infirmière au XAPA, la Maison des Addictions de Nancy. Et je ne sais pas pourquoi ma caméra ne marche pas. Je vais co-animer ce webinaire avec Natalia. Je vais me présenter. Moi, c'est Céline Boucher, infirmière au XAPA à Verdun, rue aux Aumônes. Nouvellement arrivée depuis le 1er août. Et c'est la première expérience en addicto ou pas forcément? Non, j'ai travaillé, ça fait 30 ans que je suis infirmière, j'ai travaillé 7 ans et demi, mais mon premier poste en pneumologie à l'hôpital de Verdun. Donc j'ai des petites bases, on va dire, de bonnes bases sur le tabac. Et donc je suis tabacologue au sein du XAPA et je vais intervenir sur la prison de Montmédy et Saint-Miel. Et j'ai aussi le projet, le programme plutôt Tabado sur la MFR de Bras-sur-Meuse, qui est mon premier projet, Tabado. Okay. Une autre personne qui souhaite se présenter, sinon je vous propose qu'on commence. Alors, je vous propose de commencer. De toute manière, avec Marine, on vous propose de pouvoir avoir en fait ce temps d'échange. Donc voilà, si vous avez des questions entre-temps, des commentaires, l'idée en fait c'est de nous suivre un peu un film et qu'on puisse tous et toutes compléter et discuter et réfléchir sur le sujet. Donc voilà, en plus il y a des personnes qui travaillent avec des jeunes au quotidien. Au CPN, par exemple, le public va être très différent parmi d'autres centres ou des établissements. Donc voilà, c'est une invitation et ce que nous on propose. Par contre, là, je vais partager mon écran et je ne vais pas pouvoir avoir accès s'il y a des personnes qui souhaitent dire quelque chose, soit lever la main ou quoi que ce soit, s'il y a des questions écrites. Donc, en même temps, Nadia, si tu veux, je vais essayer de regarder en même temps. Ok. Merci. Donc, voilà, on s'est présenté en commençant, on travaille au CPN. C'est le centre psychothérapeutique de Nancy. Pour contextualiser un peu des données en France, la prévalence chez les adultes, actuellement, elle est 1/3 de la population déclare fumer, 1/4 fument quotidiennement, et il y a des fortes inégalités de santé, c'est-à-dire que les personnes qui ont un revenu plus faible ou qui n'ont pas des diplômes supérieurs, ils ont plus tendance à fumer. La moyenne de cigarettes par jour, elle est à peu près de 13. Il y a eu une diminution importante en 2014. Donc là, je n'arrive pas à pointer avec... je ne sais pas si vous voyez que je pointe avec ma flèche. Donc on peut voir en fait qu'à partir de 2014, il y a eu une diminution importante jusqu'à 2019 où on a parti en fait vers le haut et c'est dû à la crise sanitaire de la Covid. Par contre, par rapport aux jeunes, 1/4 déclare fumer quotidiennement, c'est moins de 17 ans. Et encore une fois, on revoit dans les stats des inégalités fortes sociales. Donc encore une fois, le niveau d'études, ça va aussi avoir une incidence importante dans le taux de personnes qui fument.
Donc ici, dans le graphique, il faut suivre la dernière ligne, on va dire la bleue foncée. Pour faire un rappel un peu historique rapide en France par rapport au tabac, donc à savoir qu'en France, par rapport à d'autres pays en Europe, on est plutôt en retard avec des actions en santé publique et des politiques publiques de manière générale par rapport au tabac. Donc en 1976, il y a eu la première loi anti-tabac où elle commençait un peu à mettre en question le fait de fumer dans certains lieux, les publicités, mais c'est quelques années plus tard, avec la loi E20, où il y a eu des mesures, on va dire, plus fortes par rapport à ça. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la convention de cas de la OMS qui a été publiée en 2003 et la France, elle a signé, elle s'est ratifiée 2 ans plus tard. Donc après, il y a l'interdiction des fumées dans des lieux publics et après 3 programmes nationaux. Donc le premier, c'était la réduction du tabagisme en 2014. Après, le programme national de lutte contre le tabac qui finit, on va dire, finissait l'année dernière, on va dire, et le nouveau qui est de 2023 jusqu'à 2027. À savoir qu'à partir du premier programme national de lutte contre le tabac, il y a eu des objectifs en espérant en 2032 pouvoir avoir une génération sans tabac, c'est-à-dire que toutes les personnes qui sont nées en 2014 ne fument pas à cette année, en fait, à cette période. Avant d'arriver à ce grand objectif, il y avait d'autres objectifs. Donc, il y avait en 2020, 2022, diminuer la prévalence du tabagisme. Et malgré en fait tous les efforts et toutes les actions qui sont mises en place, aujourd'hui on n'arrive pas, en fait on n'est pas dans les objectifs, mais on travaille pour ça. Si on parle un peu des facteurs pour le tabagisme chez les jeunes, je vais présenter quelques-uns et l'idée encore une fois c'est qu'on puisse discuter. Donc si vous avez des commentaires, des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Première, c'est le tabagisme de leurs parents. Donc, en fait, il y a un lien important si dans la famille, il y a quelqu'un qui fume, le fait de commencer à fumer. Deuxièmement, c'est de leurs amis. Donc, encore une fois, quand on est jeune, on est dans une phase d'exploration, de vouloir essayer des choses, de vouloir appartenir à un groupe. Donc, le tabac, parfois aussi, c'est une motivation pour les facteurs génétiques, quelque chose qui démontre les dernières études. Des lieux publics fumeurs qui vont inciter ou faciliter le fait que les gens fument. Des leaders d'opinion qui fument, donc en fait, ce sont les influences aussi des croyances qui peuvent être en lien avec. Un accès facile au tabac et le marketing attractif des produits du tabac. Donc en fait, si on reprend l'importance des politiques publiques qui agissent sur certaines mesures qu'on verra après, l'environnement physique qui sont en lien par exemple avec les lieux publics fumeurs, l'environnement social, donc l'entourage, et les modes de vie. Donc, ça peut être aussi lié à la routine, peut-être à l'activité physique et aussi à des actions ou à des sujets qui sont motivants pour les personnes à ne pas fumer, qu'on verra après aussi par rapport aux jeunes. Pour bien en fait profondiser sur le marketing attractif des produits du tabac, pardon. Le lobbying du tabac, il vient depuis très 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 longtemps. Donc en fait, à savoir et à tenir en compte que les jeunes, ils faisaient partie du public cible comme une porte d'entrée. Donc cette déclaration, elle est un peu ancienne, on va dire. C'était par rapport à la cigarette, mais aujourd'hui, il y a d'autres produits aussi qui sont à destination des jeunes, en espérant après passer à la cigarette. Donc, en continuant, il y avait aussi cette déclaration qui avait été assez médiatisée, donc où ils ont des lèvres, nous les voulons. En fait, c'était en pointant un peu les jeunes pour qu'ils puissent après devenir des fumeurs ou des potentiels fumeurs, on va dire. Et dernière chose que je trouve que c'est assez intéressant, c'est une étude qui est plutôt ancienne, mais c'est pour remarquer encore une fois le lobbying du tabac. Donc, 30% des enfants de 3 ans et 91% des enfants de 6 ans,
il faisait le lien de Camel avec une cigarette. Donc là, j'ai mis une pub pour qu'on puisse repérer, parce qu'aujourd'hui, il y a aussi un contrôle par rapport aux pubs. Et à cette même âge-là, les enfants aussi reconnaissaient Mickey Mouse. Donc en fait, c'est juste pour faire un parallèle de dire comment le lobbying du tabac et l'industrie du tabac aussi rentre chez les enfants. Et à remarquer aussi, de manière un peu plus actuelle aujourd'hui, il y a des produits du tabac, il y a autres par rapport à la nicotine. Donc quelques exemples, il y a la chicha, que parfois on ne fait pas le lien pour des jeunes. Le snuff c'est doigt, c'est illégal, mais il y en a quand même aussi un marché illégal, on va dire, pour la vente en France. La vapoteuse, qui est assez connue. Après, les Nicopoche, en fait, c'est comme les snus, mais c'est que de la nicotine, il n'y a pas du tabac. Les puffs, qu'on a beaucoup entendu parler et qu'il y a des nouvelles mesures sur ça. Donc, j'ai voulu mettre deux photos pour faire encore une fois le repérage, de se dire il y a les puffs avec un lien aussi avec les sucettes. Donc, on peut voir la police qui est assez similaire aux sucettes. Donc, voilà, encore une fois, ça fait des repères. Même si parfois on ne s'en rend pas compte. Et maintenant, il y a les Nicopop, qui sont en fait des petites pastilles avec différents parfums. Donc voilà, il y a aussi de la nicotine. Et les Sliff, en fait, c'est une espèce de puff, mais en fait, il n'y a pas de fumée. Donc en fait, parfois, il y a des personnes qui le fument dans des lieux qui sont fermés. Et si on les met en fait entre les mains, pardon, on ne se rend pas compte non plus que la personne est en train de fumer. Je ne sais pas si ces produits-là, vous les avez déjà vus ou entendu parler ou si c'est plutôt nouveau. Après, de toute manière, on reviendra quoi que ce soit. Donc, pour rebondir en plus sur les facteurs, il y a encore une fois chez les jeunes des facteurs qui sont identitaires dans l'initiation de la consommation, qui sont liés à la recherche d'une identité, à l'influence de l'entourage et des adultes, à l'expérimentation et à l'image valorisée du fumeur. De toute manière, c'est un sujet important sur lequel aujourd'hui on travaille, le fait aussi d'un peu de dénormaliser le tabac et de dire c'est pas toujours plus cool le fait de fumer à l'image des autres. Après aussi, il y a le côté l'acceptabilité sociale et la normalisation encore du tabac. Et on rebondit en fait sur cette image valorisée du fumeur. Le souhait d'intégration et de désir de s'affirmer à un groupe, par exemple. Encore une fois, les produits qui sont aromatisés, qui sont plus doux, sont une porte d'entrée vers des produits plus forts. Donc, encore une fois, c'est la puff. Il y a des jeunes aujourd'hui qui fument directement la vape avant de passer à la cigarette. Et finalement, c'est un peu, on va dire, pour certains. Et un bon scénario, c'est les milieux festifs. Donc, il y a un peu cette minimisation de dire je fume que les week-ends quand je sors avec mes amis. Ou les parents aussi, parfois, qui se disent ah non, mais c'est juste parce qu'il était en train de faire un peu la fête avec ses amis le week-end. En général, il fume pas. Donc, encore une fois, il y a un peu une méconnaissance sur ça. Donc, voilà un peu pour résumer. Donc, il y a différents facteurs. Il y a des facteurs qui vont être externes, on va dire, d'autres facteurs qui vont être internes, liés plutôt à la personne et l'environnement. Donc, en fait, ce tableau, il résume bien ce lien entre les facteurs dans le tabagisme chez les jeunes. Si on parle un peu des mesures efficaces pour réduire le tabagisme, donc effectivement, il y a plusieurs actions. Mais là, on va rester sur 3. Après, on verra si vous voulez discuter sur d'autres. Donc, il y a l'augmentation des prix des taxes, c'est-à-dire du tabac. Ça fait partie aussi avec la rectification à la convention de la OMS. Et aussi, ça fait partie des programmes nationaux en France. Donc, l'augmentation du prix en innovant de 10%,
il y a eu une baisse de consommation chez les jeunes et chez les adultes, mais chez les jeunes, c'était... Donc voilà, il montre un peu aussi comment ça a changé le prix du tabac au cours des années, sachant qu'aujourd'hui, on est en 2023, c'est encore plus cher et ça va continuer à augmenter aussi. Après, il y a les restrictions du marketing, de la publicité de l'industrie, donc il y a la loi E20 et d'autres actions. Donc, avant, il faut comprendre qu'une publicité qui était directe ou indirecte, que maintenant elle est interdite. Pareil, toute distribution gratuite, le parrainage est interdit. C'est-à-dire, par exemple, cette photo, elle est mais là, il y a un lien en plus avec le sport, avec le tabac. Donc ça, aujourd'hui, c'est quelque chose que c'est pas possible, on n'y voit plus en fait. Aussi, il y a l'augmentation du nombre de lieux sans tabac et l'interdiction, le respect en fait dans les zones qui sont interdites. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez entendu parler du campus sans tabac. Donc le HESP en 2016 a commencé avec cette démarche, c'est le premier établissement. Après, moi, j'ai repris la plaque qu'on a au CPN. Donc, voilà, nous, on est engagés comme lieu santé sans tabac. Donc, il y a une politique qui se développe, qu'on est en train de mettre en place. Les écoles sans tabac. Et aussi, maintenant, il y a les villes sans tabac. Donc, voilà, l'ARS, de toute manière, en Grand Est, elle se déclare comme une ARS sans tabac. Donc, aussi, il y a beaucoup d'actions qui favorisent à pouvoir mettre en place et faire la démarche des lieux sans tabac. Si on pense à d'autres mesures et d'expériences, les personnes qui ont déjà des expériences actuelles, à la fin, si vous voulez les partager, ça serait super intéressant. Encore une fois, là, j'ai rebondi sur les expériences qui sont, en fait, les mesures qui sont les plus efficaces chez les jeunes, mais aussi, il ne faut pas oublier les paquenâtres. Et aussi sur cette approche de Natch. Si on passe un peu dans l'accompagnement chez les jeunes, donc on va reprendre des idées principales sur les approches et la posture. Marine ? Oui, je vais reprendre. Donc voilà, l'accompagnement chez les jeunes, il est en soi globalement pas forcément différent de chez un adulte, mais il faut tout de même adapter la démarche. Il est possible de passer par ce qu'on va appeler une approche de réduction des risques et des dommages. Là, il ne s'agit pas d'obtenir le meilleur, l'objectif final qui va être l'abstinence et qui va être finalement le meilleur objectif sanitaire, on va dire. Là, on est plus dans la réduction des risques et l'engagement vers une démarche, l'engagement motivationnel. Il est important dans cette démarche des risques d'apporter quelque chose de l'ordre du soutien plus que de la répression ou de la culpabilité. C'est une démarche qui, en prévention, ne fonctionne pas. À mon sens, surtout pas si on parle d'effets à long cours. Au long cours, chez quelqu'un qui a 15-14 ans, lui dire qu'il y a des risques sanitaires, de maladies cardiovasculaires, de cancer sur un âge avancé, le futur, c'est une temporalité où pour tout le monde, il est très difficile de se projeter, et particulièrement quand on a 15, 16, 17 ans ou même 20 ans. Ce qui va être intéressant dans cette démarche-là, c'est plus de parler finalement des effets immédiats et de l'entrave immédiate que représente le tabac. Nathalie en a parlé tout à l'heure, c'est là qu'arrive l'augmentation du prix de tabac. Quand on est un adolescent ou un jeune adulte, c'est difficile de fumer en maintenant, de maintenir sa vie avec un paquet de tabac qui aujourd'hui a 11 €, 11,50 €. Paquet de cigarettes en moyenne, et qui va encore augmenter. Donc, c'est peut-être plus intéressant de parler de ces effets-là, bien évidemment sans être dans la culpabilité, mais plus dans le soutien et
et dans ce qu'on va un peu la balance décisionnelle, de faire un petit peu le listing des effets négatifs immédiats du tabac. Ensuite, donc dans cette approche motivationnelle globale, il est important de souligner que chaque expérience est différente et qu'il est important d'avoir aussi bien un soutien global, mais un soutien individuel, parce que ce qui est vrai pour moi n'est pas forcément vrai pour la personne que je prends en charge, et c'est pas forcément vrai pour son voisin non plus. Chaque expérience est différente et il faut pouvoir entendre et valoriser les différentes expériences de chacun et les représentations. Donc, ça nous vient au petit item suivant dont je parlais, qui va être la valorisation et le non-jugement. Dans les outils utilisables, il est possible, comme avec les adultes, d'utiliser des agendas de consommation. L'intérêt, c'est vraiment avec les jeunes de se mettre aussi un petit peu dans leur réalité, c'est-à-dire qu'un agenda de consommation qu'on va apporter chez un adulte sur papier, là, il va falloir quand même aussi se mettre un peu dans les habitudes de vie des jeunes. Il y a beaucoup de choses qui se font sur les réseaux sociaux, sur des pages Facebook, sur des applications via les smartphones, et ça peut être intéressant pour les jeunes d'utiliser leurs outils actuels de communication. Donc voilà. Valoriser bien évidemment les envies, les motivations. Pardon, excuse-moi Natalia. Tu peux passer, il me semble que j'ai fait le tour à ce niveau-là. Donc dans les points d'appui, le premier point, donc, ça va être de valoriser aujourd'hui la conscience écologique et environnementale qu'ont les jeunes, qui n'est, c'est pas qu'elle est pas présente chez quelqu'un de 45-50 ans, et les gens qui ont aujourd'hui 15-20 ans ont grandi avec finalement cette prise de conscience écologique. Elle est bien plus présente chez eux, et c'est aussi ce qui va favoriser une démarche d'engagement motivationnel à l'arrêt du tabac. On parlait des entraves aussi immédiates. L'entrave à l'activité physique qu'un jeune peut avoir, par exemple, à l'esthétique, c'est quelque chose qui peut être important à souligner. A contrario le tabac, c'est une façon de m'insérer auprès d'un groupe de pairs, puisque Natalia vous l'a dit tout à l'heure, le fait d'avoir des parents fumeurs effectivement reste un facteur de risque. Les pairs, quand on a 15 ans, 20 ans, ce n'est plus ses parents, ça va être le groupe d'amis avec lequel on est. Donc, à contrario du fait qu'on souhaite rejoindre ses pairs en commençant le tabac, on peut aussi trouver un nouveau groupe de pairs qui va nous aider à nous soutenir dans notre démarche vers l'abstinence, vers l'arrêt du tabac. Bien évidemment, l'utilisation de la vape. Alors, par rapport à ce qu'a dit Natalia tout à l'heure, la vape ici est utilisée en outil de réduction des risques. Bien évidemment, il s'agit de toujours engager une démarche vers l'abstinence et d'utiliser la vape comme un outil de réduction des dommages de la cigarette. La nicotine, je le rappelle, c'est le produit qui est addictif de la cigarette. C'est ni toxique ni cancérigène. C'est important d'avoir un dosage correct quand on utilise la vape ou donc les TSN, ces traitements, TSN, traitements de substitution nicotinique, d'avoir un dosage correct en nicotine de façon à être soulagé. Si on veut engager une démarche probante vers l'abstinence, le but c'est quand même d'être confortable et que ce ne soit pas, que ce soit le moins possible une épreuve de vie ou une épreuve traumatisante sur du sevrage. Donc la vape ici, elle est vraiment utilisée en outil de réduction des risques du tabac. Et je le disais tout à l'heure, donc technologie et numérique, donc sur les smartphones, les réseaux sociaux, les applications, il existe aujourd'hui pléthore d'applications qui proposent des agendas de consommation. Vous en avez même avec qui calculent automatiquement le gain financier que vous avez fait avec vos jours d'abstinence. Ça peut être aussi une approche de se dire, voilà, je mettais 30 € par semaine dans mes cigarettes.
aujourd'hui, je vais les mettre dans une boîte et je vais économiser parce que j'ai un projet de pouvoir m'acheter un scooter, une PlayStation, une télé. Et c'est cet argent-là qui va me servir. On transfère un petit peu ici le circuit de récompense vers autre chose. C'est ce qu'on appelle la gestion des contingences, vers une autre activité qui va permettre le maintien de l'abstinence au tabac. Voilà. L'objectif, bien évidemment, ça va être de dénormaliser la consommation de tabac dans tout ça. Enfin, où est-ce que je peux aller? Où est-ce que je peux me faire aider? Le premier endroit, ça va être à la consultation jeunes consommateurs, donc les CJC. À Nancy, elle se trouve rue de Neufchâteau. C'est un endroit où on va s'occuper effectivement des jeunes consommateurs. Alors, jeunes consommateurs, attention, pas dans le sens où je suis jeune par mon âge, mais par je suis nouveau dans mes consommations. Si j'ai 17 ans et que je suis fumeur depuis 7 ans, je ne suis plus un jeune consommateur. Je suis un consommateur qui est déjà au-delà de 5 ans de consommation. On estime que voilà, on n'est plus dans une consommation qui est nouvelle. Donc là, l'accompagnement, il va se faire dans un XAPA classique. En tout cas, à Nancy, c'est comme ça qu'on fonctionne. Idem, si parfois il y a des polyconsommations, là, on va plutôt s'orienter vers un XAPA. Donc XAPA ou CJC. Et puis aussi via Tabac Info Service, donc il va proposer une aide en ligne, des applications et puis avec une aide quotidienne, des messages d'information qui sont importants, puis le site internet sur lequel on peut soit en tant que parent, qu'accompagnant ou que professionnel récupérer des documents d'aide qui sont très intéressants. Voilà. Venir en compte avec les jeunes. Ne pas oublier aussi la présence et le rôle des parents, même si parfois il peut y avoir une résistance des jeunes en fait de parler avec des parents. C'est aussi important de travailler à la maison un peu quelles sont les représentations et que les parents puissent être accompagnés. Parfois aussi il y a un peu une culpabilisation des parents envers les jeunes de dire mais tu sais que ça fait pas mal, ça fait pas bien à la santé, et donc pourquoi tu as commencé? Donc aussi parfois il y a des complications dans ce sens-là qui peuvent avoir aussi des liens, en fait des problèmes dans la relation des parents. Donc aussi l'importance de pouvoir travailler un peu sur les expressions ou parfois des commentaires et de chercher en fait d'échanger avec nos enfants d'une manière qui ne va pas juger. Parfois aussi, il y a des parents qui vont essayer de trouver un tiers ou un médiateur pour pouvoir échanger du tabac ou autre consommation ou autre sujet, en sachant que parfois, pendant l'adolescence de la relation parent-enfant, jeune, c'est pas très facile. Pardon, Natalia. J'allais ajouter aussi que j'ai complètement oublié d'en parler, mais effectivement, les parents souvent vont être réticents à engager, à être soutenants vis-à-vis de leur enfant quand ils sont eux-mêmes fumeurs. C'est pas parce qu'on est fumeur qu'on ne peut pas aider son enfant ou un proche à arrêter de fumer. De la même façon que il ne faut pas se culpabiliser parce que on boit de l'alcool à aider quelqu'un qui a un problème avec l'alcool. Les problématiques sont différentes et ça peut justement créer un lien qui est peut-être parfois aussi un peu rompu dans certaines cellules familiales, que de dire on va en discuter ensemble, je suis moi-même fumeur, j'ai traversé ce que tu traverses actuellement à mon échelle et toi tu traverses ton expérience aussi. Ça peut être un vrai intérêt de s'engager peut-être ensemble aussi dans quelque chose, dans une démarche vis-à-vis du tabac. Après aussi, en reprenant un peu le support, le dispositif Info Tabac Service, les jeunes peuvent faire appel directement ou contacter ou télécharger l'application Info Tabac Service. Donc voilà, c'est aussi à destination des jeunes qui font la consultation. Et à tenir en compte, encore une fois, que toutes les actions de promotion et de prévention de la santé, ils prennent du temps. Donc aussi, parfois, c'est un peu compliqué quand on parle sur différents sujets avec des jeunes, surtout le tabac, parce qu'on ne voit pas les risques à l'immédiat. En fait, les conséquences, toujours, c'est dans quelques années, si on arrive à développer un cancer. Donc voilà, en fait, c'est aussi un peu compliqué, même s'il ne faut pas infantiliser les jeunes.
c'est aussi un peu de comprendre que parfois on n'arrive pas non plus à se projeter de ce qui va se passer dans quelques années. En fait, il n'y a pas des conséquences par rapport à ça. Ou une conscience de risque. Et je voulais vraiment dire aussi sur l'environnement. En fait, encore une fois, parfois, l'environnement est un biais que les gens prennent pour arrêter de fumer ou diminuer leur consommation. Donc, c'est quelque chose que parfois on n'y pense pas, qu'on ne prend pas en compte. Je pense qu'aussi, c'est quand on met en place des actions, pas considérer les modes de vie de la personne. Bien évidemment, c'est très, très important, mais aussi considérer les conditions de vie et peut-être ça peut être un facteur de motivation quand parfois on n'y pense pas. Nous, par exemple, au CPN, on va mettre en place des actions pendant le mois sans tabac. Donc, on essaye de s'adapter. Parfois, je vous raconte un peu des expériences sur le terrain. Après, s'il y a quelqu'un qui veut les partager, ça serait super intéressant. Mais par exemple, nous, on organise des actions soit à destination de tous les jeunes, pas que les jeunes fumeurs, parce qu'en fait, notre objectif, au moins cette année, c'est de pouvoir échanger sur le tabac. Cette année, on a reçu en fait une activité que les jeunes ils avaient fait par rapport au tabac et aussi il y avait un regard très négatif. Donc en fait, c'était il n'y avait pas une approche positive par rapport à ça. Donc c'était aussi un peu l'objectif de pourquoi on a voulu inviter tous les jeunes à participer et prendre le sujet d'une autre manière. Donc voilà, on organise des actions à destination de tous les jeunes. Après, évidemment, s'il y a des jeunes qui fument et qui souhaitent avoir plus d'informations, on va les accompagner. Mais on s'est posé, en fait, on s'est fixé cet objectif-là. Des outils, nous, qu'on utilise beaucoup, c'est le jeu Tire ta clope. Donc voilà, on travaille sur les représentations du tabac. C'est assez ludique. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un jeu qui existe déjà. En fait, il y a 3 boîtes de cigarettes. Celle du plaisir, du besoin, après différentes cigarettes par rapport à certaines situations. Donc l'idée, c'est de classer un peu sur quelle boîte je mets la cigarette et après voir s'il y a des cigarettes que je peux éliminer ou les cigarettes où j'ai plus mal à éliminer ou peut-être j'aimerais retravailler. Donc, encore une fois, ce sont des outils qui sont faciles, qui sont adaptables et inclusifs à tout le monde. Ça nous permet en fait de causer sur certains sujets et de mener à la réflexion. Si la personne ne souhaite pas s'engager à une démarche, si la personne ne problématise pas ça dans sa vie, ça va être compliqué après de faire un suivi plutôt pour elle en fait, pour que ça soit efficace. Et donc voilà, en fait, il y a plein d'outils. Il y a des jeux aussi Info Intox que nous on utilise. On crée, on s'adapte. Mais c'est la manière de comment nous on aborde cette année des activités avec des jeunes. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui aimerait partager quelque chose ou peut-être voudrait compléter. Oui, monsieur Béo. J'ouvre mon micro, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, c'est tout bon. Ok, merci déjà pour votre exposé. Bon, la Ligue contre le cancer, Meurthe-et-Moselle et autres, hein, Ligue nationale, tout ceci, on le connaît. Par contre, je vais dire, prenez pas mal ce que je vais dire, mais vous réagissez à Nancy. Moi, je suis dans le PIO. Vous savez où se trouve le PIO? 10 km de la frontière luxembourgeoise. Votre paquet de cigarettes à 10 €, il est à 5 € au Luxembourg. À la frontière, vous prenez de l'essence, vous avez 15 stations de chaque côté de la route et vous pouvez prendre toutes les cigarettes que vous voulez, ça vous coûte 50% moins cher. C'est pas bon et on n'y arrive pas dans le pays avec toutes ces choses-là. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, la Ligue contre le cancer, on fait des conférences sur le tabac dans les collèges. On touche les 6e et les 5e. On le fait dans tout le département, parce que moi je le fais dans le PIO, mais on le fait aussi sur Nancy avec le président de la Ligue. Et ça fonctionne très bien au niveau des élèves. C'est vrai que dans une classe de 25 élèves, en 6e, je veux dire qu'il y en a un tiers qui a déjà fumé ou qui fume. Un tiers. Mais par contre, ce qu'on a appris par des directrices d'écoles primaires, c'est qu'il y avait déjà des enfants en CM2 qui commençaient déjà à fumer.
Je ne sais pas si vous avez des retours là-dessus. Ben, nous, on les a dans le pays haut. Et les parents ne fument pas forcément. C'est ça qu'on s'est rendu compte. Et pourtant, on va dire que beaucoup travaillent au Luxembourg, bien entendu, puisqu'on est frontalier. Vous allez chercher de l'essence, avec la différence du prix de l'essence de la France, vous pouvez avoir vos cigarettes gratuites. Il faut le dire aussi. Avant, c'était l'alcool. Maintenant, ce sont les cigarettes, hein, vu que c'est moins cher. Donc, voilà, ça, c'est sur le terrain. C'est ce que je vis pratiquement tous les mois sur le terrain. Et on a fait le mois sans tabac avec le lycée de Longwy. On a reçu donc au lycée 600 jeunes, alors seconde, première et terminale. Et ben, on a tous constaté que sur une classe de 20, ben, il y en avait un ou deux qui fumaient. Les autres, bon, après, est-ce qu'ils ont dit la vérité ou pas? Ça, on ne le sait pas. Mais il y avait, bon, c'était relativement sincère, hein, parce qu'on ne cherchait pas à les piéger. Il y en avait deux qui fumaient, et encore occasionnellement. On en a rencontré qui fumaient depuis 3 ans quand même, hein. Et on leur montrait la fameuse, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, la fameuse cigarette où il y a tous les produits toxiques dedans. Là, ça les a un petit peu choqués, je dois dire, quand ils ont vu tous les produits qu'il y avait dedans. Ils se sont dit, oui, effectivement, c'est pas bon, quoi. Voilà. Et nous, on a un gros problème, peut-être que vous avez aussi sur Nancy, sur le bas du département, c'est qu'on a comme une population, comment dire, qui fume beaucoup la chicha. Ça, c'est vraiment une chose, il y en a beaucoup. Saint-Martin, ce sont des quartiers bien particuliers qui se trouvent dans beaucoup de grandes villes. Et ils étaient très étonnés de savoir ce que comportait au niveau tabac, la chicha. Et ils pensaient que c'était que de l'eau, de la vapeur d'eau, tout ça. Et ça aussi un peu, ça les a un peu attiré leur attention. Voilà. Donc, un des facteurs qu'il faudrait rajouter dans votre liste, c'est le frontalier. Parce que vous avez le problème avec toute la frontière belge et luxembourgeoise. Vous l'avez pratiquement dans tous les départements. Et c'est un facteur très important parce que finalement, même les jeunes, moi j'ai vu des jeunes qui ne sont pas majeurs, qui sont mineurs avec les parents, et ben, ils achètent des cigarettes. Des cigarettes chères en France, qui coûtent 10 € le paquet, ils le payent 6 €, 5 €. Donc ça, c'est un facteur important. Dans vos régions où effectivement la frontière luxembourgeoise est pas très loin, Ah oui. il y a cette difficulté qui fait que effectivement le paquet est 2 fois moins cher. Alors 2 fois moins cher, oui, ça reste, moi à mon sens, tout de même cher pour quelqu'un qui travaille assez jeune. Oui, je suis d'accord avec vous. Le problème, comme je vous disais, c'est que le litre d'essence, il est moins cher qu'en France. Donc, le lambda que vous payez l'essence moins chère, ben, ça vous fait payer. Et les jeunes disent, mais on gagne rien, mais on perd rien non plus, puisque nos parents, ils payent l'essence moins chère. Et ça, c'est un facteur important dans notre coin, quoi. Oui. C'est ce qui pousse un petit peu, je pense, dans le département, et je pense que la Moselle a le même problème que nous. Ça fausse un peu les données, quoi. Et les Pyrénées, le problème similaire avec la frontière juste à côté. D'accord, on est bien d'accord. Oui, je suis d'accord avec vous. Nous, par exemple, à l'hôpital de jour, bon, là, je parle d'un adulte, mais au début, en fait, pendant des années, il traversait la frontière et il achetait des grosses boîtes, en fait. Ouais. Après, il y a eu plus de contrôle. Il est passé à la vape pour éviter. En fait, il faisait tous les 6 mois un voyage au Luxembourg. C'est vrai que dans les régions où on est transfrontalier, on est plus touché. Après, il n'y a pas très longtemps que le Luxembourg, il a commencé aussi avec la génération sans tabac. Ouais. Donc, il commence aussi à mettre des mesures. Il y a la cigarette qui va augmenter, donc la prix. Donc, voilà, je pense que c'est pas pour maintenant. On va pas avoir des choses. Peut-être ça va pas être le même prix qu'en France. On peut en décaler, peut-être oui, parce que le Luxembourg est assez efficace dans leurs mesures. C'est un petit pays, donc aussi c'est plus facile parfois à mettre en place des actions.
Mais je pense que ça pourrait être quelque chose d'important, surtout pour votre zone où c'est vraiment à côté du Luxembourg. Donc, L'argent, Même- excusez-moi, l'argent, de toute façon, une des motivations sur laquelle on peut s'appuyer, c'est-à-dire que, effectivement, je suis fumeur, j'habite pas loin du Luxembourg. L'argent, c'est pas forcément une motivation. Ceci étant, il y en a d'autres, forcément. On a toujours, quand on a une problématique, on trouve un inconvénient à ce qu'on fait, une entrave. Il y a une entrave quelque part qui est immédiate. Même si, effectivement, ça coûte moins cher, ça reste de l'argent qu'on pourrait investir dans autre chose. Non, on est d'accord. C'est ça qu'il faut. Le problème, c'est ce qui choque un peu à la Ligue, c'est que quand on entend les propos de l'État, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais au Luxembourg, avant, vous aviez le droit de sortir pour un fumeur 2 cartouches de cigarettes par personne. Eh bien, ils sont passés à 4 cartouches de cigarettes par personne autorisées à la frontière. Qui n'existe plus, mais c'est une frontière qui se déplace. Donc, d'un côté, on veut taper sur le tabac, et d'un autre côté, on favorise. Je pense que l'effet inverse aurait été vu de dire, au lieu d'en avoir 2 cartouches par personne, parce que je ne sais pas, vous ne voyez pas la presse que nous avons, mais tous les jours, il y a à 5 km d'ici, il y a la douane qui circule, et ils arrêtent des camionnettes où ça leur coûte 70 000 € d'amende, parce qu'ils ont pratiquement presque une tonne de cigarettes dans la camionnette. En plus, donc voilà, donc tout ça fait que moi je suis d'accord pour la lutte contre le tabac. Moi je suis d'accord, mais d'un côté on dit ouais il faut absolument faire en sorte que les jeunes réduisent et les parents aussi parce que on motive les jeunes pour qu'ils en parlent aux parents. Mais d'un autre côté l'État dit oui ça on va allez on laisse passer les cigarettes. Oui, c'est un peu paradoxal. C'est tout l'intérêt d'un travail individuel, je crois. C'est-à-dire que effectivement, vous êtes membre de la Ligue et c'est un travail. En tant qu'infirmier, si vous voulez, effectivement, moi, je ne vais pas changer les lois. Je ne vais pas faire que quand on va au bar, mon cocktail sans alcool, il va être au même prix que mon cocktail avec alcool. Oui. Et ça, c'est aussi que les personnes l'entendent, c'est que finalement, le monde autour d'eux ne va pas changer. La démarche qu'ils font, elle est pour eux avant tout. Elle est individuelle et elle est parce qu'il y a quelque chose qui, à un moment, l'a motivé. Donc, et c'est ça, c'est tout l'intérêt du travail individuel et puis des entretiens motivationnels qui vont en découler parce que effectivement, non seulement on contrôle déjà pas. Je prends l'exemple de l'alcool qui est assez criant parce que voilà, il y a encore des actions, des images de prévention qui ont été censurées récemment, mais on changera pas non seulement nos lois, mais on va encore pas non plus changer les lois des autres pays à côté et puis ça va trop loin. Donc, je suis d'accord. Le soutien ayons le même langage dans le pays. Ayons le même langage dans le même pays, ce qui n'est pas forcément le cas. Oui. On nous le dit à nous, quand on est sur le terrain, on nous parle de ces choses-là. Les gens sont au courant de toutes ces choses-là, en plus comme frontaliers. Bon, vous peut-être moins mais voilà, on a un langage comme vous, mais d'un autre côté, on nous renvoie à un autre langage qu'on entend à la radio ou à la télévision, histoire des paquets par famille et tout ça. Voilà. Oui, il y a un paradoxe évident. Il y a un paradoxe quelque part, mais bon, il faut continuer, on est bien d'accord. Mais après, comme je vous disais, comme Luxembourg, il a commencé cette année surtout avec ce gros projet Génération sans tabac, donc j'espère de toute manière que on va pas devoir attendre encore trop longtemps pour voir des mesures sur ça et voir un impact surtout sur cette zone qui est vraiment à côté du Luxembourg. Mmh. Et pour revenir un peu à ce que vous disiez par rapport à la chicha, effectivement, parfois on ne se rend pas compte ou on ne sait pas qu'il y a de la nicotine qui peut avoir cet accrochage-là. En plus, la chicha, elle est conviviale, elle est chouette. Parfois, on se met en groupe. L'odeur, elle est pas trop, ça dérange pas trop. Donc, en fait, on se pose même pas trop la question. Je pense que la majorité de personnes
qui fument en général, même si c'est occasionnel, on ne sait pas, en fait, on ne sait pas. Nous, par exemple, pour le projet Lieu Santé sans tabac, on fait une formation RPIB tabac et les mêmes personnes qui se forment, qui travaillent à l'hôpital, ils ne savaient pas par rapport à la chicha, ni en fait l'équivalence de la chicha par rapport aux cigarettes. Donc voilà, on se surprend, on apprend au fur et à mesure, mais C'est pratiquement 3 paquets de cigarettes minimum, hein, ici, ça. oui, c'est ça. Et c'est pareil, par exemple, avec la puff. Moi, ça m'a une fois de voir un jeune avec sa maman fumer dans le bus. Donc, sa maman, elle n'était pas trop contente. Mais je pense qu'elle ne savait même pas non plus ce qu'il y avait dedans de la puff. Donc voilà, parfois, on n'arrive pas trop à faire le lien. Et c'est aussi un peu le business et le lobbying du tabac. En fait, les industriels, ils arrivent bien aussi à cacher un peu ça et à passer de notre manière. Donc, C'est vrai que vous disiez tout à l'heure, les puffs, moi j'en ai vu sur la fête foraine, vendus à côté près des friandises, il y avait des puffs. Ouais, tout à fait. Ou parfois, il y a des jeunes ou pas que des jeunes, mais ils les commandent sur Internet, ils les vendent comme ça à leurs amis. Et c'est pas qu'en France, parce que c'est un peu partout. Et encore une fois, après, il y a aussi les autres produits qu'on peut acheter sur Internet, on ne se rend même pas compte. Par exemple, pour donner un exemple, il y a un site de la Nicopot. En fait, c'est cette pochette de nicotine qu'on met dans la bouche, qu'on peut même remplir le test de Farostrom sur le site, et après, ils vont conseiller quel est le dosage à acheter. Donc, en fait, il y a ce double... ils mettent un test qui est, on va dire, santé pour la prise en charge, et eux, ils vont l'utiliser pour un peu renseigner quoi acheter. Donc, en fait, c'est hallucinant, moi, je trouve. En fait, mais bon, encore une fois, les gens, ils savent pas. Et pour finir aussi, pour revenir un peu par rapport aux conférences au collège, je pense que c'est important pour tous les âges. Le fait d'informer, nous, c'est quelque chose qu'on essaie toujours à faire dans les actions. En fait, c'est informer les gens, discuter, sensibiliser sur le sujet, et après, c'est à la personne de prendre la décision. Donc, en fait, ça montre très bien que toutes les actions basées sur la peur, d'infantiliser, même si là, on parle avec des jeunes, ils commencent aussi un peu à développer leurs critères. Ça fait partie aussi du développement des compétences psychosociales, mais si on aurait parti peut-être d'un début en parlant aux jeunes sur les composants de la cigarette, peut-être qu'ils auraient réfléchi avant de commencer à fumer. Mais c'est sûr que si on commence à montrer parfois des images qui sont affreuses, Non, pas du tout, non. mais en fait, ça attire pas. Là, par exemple, je voyais une vidéo, c'était une pub en Angleterre où pendant que la personne fumait, elle devenait toute âgée comme ça, avec la peau en mauvais état. Donc finalement, ce sont des images qui n'attirent pas et qu'on passe à côté. Donc voilà, c'est là l'importance aussi de dire, et comme disait Marine, même si on va accompagner des jeunes, il ne faut pas les prendre comme des enfants. Ils ont en fait une décision à prendre. Et si après ils veulent pas en fait accompagner, au moins ils auront les informations pour après. Et c'est comme on fera aussi avec des adultes. Tout à fait. Je suis d'accord. Est-ce que d'autres personnes ont des questions ou des expériences à partager? Peut-être des opinions différentes. Après, il n'y a pas une seule manière d'intervenir. Excusez-moi, moi je suis toute récente, hein, donc dans Xapa à Verdun. Je partage un petit peu l'opinion de Monsieur Béot, parce que nous aussi, hein, Verdun, on n'est pas très très loin hein, de la frontière. Et le peu d'expérience que j'ai par rapport aux consultations, il y a quelque chose qui est marquant et que je vais utiliser pour ma première séance à Tabado à la MFR de Bras. C'est le testeur CO. Ça, c'est quelque chose. En fait, c'est un chiffre. Et c'est vrai que les chiffres, c'est comme les fibroscans au niveau de l'alcool. On a l'occasion justement d'avoir le bus de Nancy qui vient et qui fait des tests de fibroscan. Et c'est vrai que, alors c'est pas sur le tabac, mais j'ai un jeune de 22 ans qui consommait depuis l'âge de 15-16 ans de l'alcool de façon très excessive.
Et donc, je lui dis, bah, ce serait bien de faire un petit point à 22 ans sur le foie. Ouais, mais bon, j'ai 22 ans. Ah, il a fait le test. Et en fait, je l'ai revu une semaine après qu'il ait fait le test. Et il avait déjà 5,6 au niveau du fibroscan, ce qui veut dire qu'entre 0 et 7, enfin 7, c'est, voilà, on est presque à la fibrose. Et en fait, on était déjà dans une réduction d'alcool. Et la semaine, quand je l'ai vu une semaine après, je lui dis, alors, on en est où, machin. Ah, il me dit, j'ai arrêté l'alcool. Du jour au lendemain, j'ai arrêté complètement l'alcool. Et je dis, ah bon, comment ça se fait? Ah bah non, mais vous avez vu le chiffre. Alors donc l'infirmière qui avait fait le fibroscan avait fait un très bon boulot parce qu'elle lui avait vraiment expliqué correctement le fibroscan. Et c'est un peu comme le test CO quand on essaye de réduire et quand les gens reviennent. Du coup, le test CO, c'est quelque chose qui marque, c'est un chiffre parce qu'on a beau dire, hein, comme vous dites, c'est pas bon pour la santé, les risques des AVC, tout ça. Et je pense que même sur des jeunes qui ont 19, 20 ans ou peut-être des ados, ça va être une découverte pour moi. Je pense qu'il y a un chiffre en fait, et on aura beau dire toutes les bonnes paroles, expliquer notre expérience. J'ai travaillé 7 ans en cancéro, j'ai beau dire ce que j'ai vu des horreurs, des jeunes gens morts, etc. C'est ma parole. Enfin, je veux dire, c'est pas quelque chose de concret. Donc, par rapport à ma petite expérience en tobacco, je pense que le test CO, c'est quelque chose qui peut marquer. Le test CO, c'est un super outil que moi j'utilise avec une partie des patients. Il faut juste avoir une vigilance parce que le monoxyde de carbone, c'est une des premières substances qui va s'évacuer des poumons. Et si vous êtes chez un jeune qui est fumeur occasionnel, le résultat peut être bas. C'est-à-dire que vouloir montrer à quelqu'un qui a déjà des effets néfastes, ça peut être à double tranchant. Soit il y a un chiffre et ça fonctionne et ça trash, soit il n'y a rien. Et là, vous voyez, en fait, il ne se passe rien. Je vais bien. Ça peut être des fois à double tranchant ce genre de... je vous dis ça parce que ça m'est Oui, tout à fait. arrivant, en fait. Faire attention à l'interprétation, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Mais en fait, j'y vais dans l'autre sens, moi. En fait, je demande déjà leur consommation vraiment, oui. Et je leur dis à peu près, bon, si vous me dites à peu près la vérité, on va être entre, je donne fourchette. Et c'est vrai que quand on est dans la fourchette, du coup, ça, entre guillemets, impressionne. Et je dis, vous voyez, là, pareil, il ment pas trop, quoi. Enfin, moi, à 2-3 près, ou voilà, on n'est pas non plus quelqu'un qui me dit, je vais fumer 5 tubés et qui a 40. Oui. À moins qu'il soit, là on va arriver l'hiver, qu'il soit au-dessus du poêle à bois, mais je veux dire. Et je suis d'accord avec vous et je garde ça en tête pour justement les jeunes ados. Ouais, c'est vraiment ce côté voilà, consommateur occasionnel qui n'a pas fumé ses 8 heures le monoxyde de carbone. Donc, faut essayer de taper un peu, quoi. C'est-à-dire, s'il vient de fumer une cigarette, là, on est parfait. Oui, voilà. Ça monte un petit peu plus. On le respecte toujours qu'on ne tape pas sur le fumeur, hein, on tape sur la cigarette. Donc, c'est ça. Déjà, ça les tranquillise parce que finalement, avouer qu'on fume, c'est pas toujours évident, hein, comme la drogue, comme la boisson. Et donc, tout de suite, la précision, c'est non, vous fumez, ok, bon, bah, on va vous expliquer, voilà, mais on tape pas sur le fumeur. Ça, c'est notre principe. On tape plutôt sur la cigarette. Donc, ça, déjà, au départ, ça les tranquillise un petit peu en disant, bon, bah, ouais, ben, peut-être que je fume un petit peu, hein, un petit peu de temps en temps. Donc voilà, on commence déjà à aller dans le bon sens. Alors que si on dit, ouais, ben, si tu fumes, c'est pas bien et tout ça, bon, il se referme, quoi. Et on n'arrive pas à. C'est ce que vous devez constater. Et je pense que vous dites bien de le dire parce que nous-mêmes, avec des adultes ou avec des jeunes, c'est un souci qu'on a parfois. C'est de dire, non, mais moi, pourquoi pas, en fait, pourquoi moi mais en fait, c'est pas, encore une fois, c'est pas contre la personne en soi, c'est en fait contre. Jeune ou adulte, hein, c'est pareil, nous, hein, c'est le même. Donc voilà. Nous, par exemple, l'année dernière, il y avait une activité ramassage de mégots et on avait invité des étudiants. Donc voilà, ceux qui fumaient, ils disaient, mais moi, je suis responsable et je jette, donc en fait, les mégots, je dois les jeter, donc je ne vois pas pourquoi je dois ramasser les mégots des autres. Donc, encore une fois, je pense que si le message il aurait été passé d'une manière différente, ça aurait bien aidé aussi. Mais ça dépend.
Je ne sais pas s'il y a une autre personne qui souhaiterait partager une expérience, une idée, ajouter quelque chose. Alors, juste une précision, vu qu'il n'y a personne qui parle, donc je vais parler encore un petit peu. Dans la Ligue contre le cancer, donc entre autres sur Nancy et chez nous, on travaille avec Jeunesse et Sport pour tout ce qui est sport, déjà fumé autour des terrains de sport, terrains de foot, bon, à l'intérieur, pas évident, mais sur le rugby, sur le football, déjà les spectateurs, et puis après les sportifs. Parce qu'effectivement, il y a un réel problème de, quoi qu'on en dise, il y a des sportifs qui, moi je l'ai vu, hein, bon, les professionnels, je ne sais pas parce que je ne les côtoie pas, mais des amateurs ou à un haut niveau qui sortent du terrain et ils ont la cigarette à la sortie du terrain et à la sortie des vestiaires. Donc là, il y a un travail qui se fait avec Jeunesse et Sport à Nancy, à ce niveau-là. C'est intéressant. Donc la Ligue, le tabac, je dis toujours, c'est un peu leur dada, c'est un peu, on tape fort sur le tabac parce que finalement, qui dit tabac, malheureusement, moi j'ai quand même des personnes, tabac, cancer du poumon, cancer du pancréas, et là ça marque quand on précise quand même que c'est ce qu'on leur dit et c'est ce qu'on nous a enseigné, ce qu'on nous a dit, et vous savez très bien que quand tu as un jeune qui a 17 ans, 18 ans, il fume depuis 2-3 ans, on leur dit c'est pas les problèmes, vous les aurez pas demain ou après-demain ou dans 5 ans. Vous risquez, si vous continuez à ce rythme-là, les problèmes ils vont arriver dans 15 ou 20 ans et ça va se dégrader. Et c'est pour ça qu'il faut mieux commencer à diminuer. Bon, arrêtez si vous êtes fort, pourquoi pas, mais commencez déjà à penser à diminuer pour arriver peut-être pas à zéro, mais le moins possible, quoi, pour éviter que la santé se dégrade, surtout qu'un jeune a 100% de sa capacité de santé au départ, c'est le concept. Alors, ce que j'utilise aussi, c'est je ne sais pas si vous voyez, schéma là, je sais pas. Ouais. En fait, en fait, c'est vraiment de dire, voilà, le tabac, on parle toujours de bronches, de poumons, cancer du poumon, etc. Et c'est vrai que non seulement j'ai travaillé 7 ans en service de pneumo, mais j'ai travaillé aussi 7 ans en urologie et c'était assez fréquent d'avoir des cancers de vessie et de rein, surtout de vessie. Et donc, c'est vrai que j'ai remarqué que, parce que je teste, hein, je suis nouvelle, donc je teste, et ce genre d'affiche marque en fait les gens parce qu'ils disent ah oui, il y a vraiment des personnes qui fument depuis très longtemps se disent ah oui, c'est vrai que dans les jambes j'ai des difficultés, vous pensez que je ne sais pas, je suis infirmière, il faudrait revoir, faire un bilan, etc. Mais ça c'est une affiche qui accroche quand je fais les informations au niveau du tabac, ça accroche. Pour le fumeur, des fumeurs, pour eux, c'est le cancer du poumon et le cancer de la gorge. Je dis pas que, c'est aussi le cardiaque. Hein. Voilà, alors je leur dis le cœur, tout ça, des fois je dis aussi l'estomac. Et alors là, il y en a qui me disent ah oui, c'est vrai que j'ai de l'acidité. Je dis voilà, ça peut être en relation avec le tabac. Donc c'est vrai que je mets un peu en parallèle des choses qu'ils peuvent avoir. Alors ce qui marche aussi, c'est au niveau au niveau oesophage et estomac. Et c'est vrai que c'est vraiment une affiche qui marche, ça. Alors après, il y a les AVC, etc. Enfin, voilà, mais, Moi, je donne toujours un exemple, malheureusement personnel. J'ai perdu mon petit frère il y a 3 mois. Il avait le cancer du poumon. Il n'est pas décédé de son cancer. Arrêt cardiaque. Parce que le cœur n'avait pas suffisamment d'oxygène parce que les poumons étaient complètement pris. Il était sous oxygène 24 heures sur 24. Il a monté les escaliers, il est tombé, arrêt cardiaque, décédé. Voilà. Donc c'est un exemple comme quoi je dis il n'y a pas que le cancer du poumon ou le cancer du pancréas, c'est aussi le moteur principal, le cœur. Et ça, beaucoup de jeunes ont été étonnés d'apprendre que finalement, combien de fois je leur dis mais
il y avait un fumeur, il fumait depuis quelques temps, et je dis, et comment, bon, t'es jeune, tu n'arrives pas à courir? Ah non, je monte les escaliers, j'arrive plus à courir. Et son voisin qui disait, mais moi je vais arrêter de fumer en un mois. Et j'ai récupéré, je me suis senti, je sentais, j'aime pas le melon, donc je mangeais du melon, je ne sentais pas, puis après j'ai arrêté de fumer, ben, j'ai senti le melon, et ben, j'ai dit, au bout de 10 jours, tu arrêtes de fumer, ben, tu as le goût qui revient, et le melon, tu vas le sentir. C'est tout voilà, des petites choses que vous devez rencontrer certainement quand vous faites des opérations. C'est ce qu'on rencontre quand on a fait le mois sans tabac. Donc voilà, on est au cœur du problème avec les jeunes et les moins jeunes, quoi. Voilà. Et puis au niveau des cicatrisations aussi, parce que j'ai aussi travaillé 7 ans dans un service je fais 7 ans moi souvent dans un service de chirurgie, et c'est vrai que les personnes qui fumaient, le chirurgien, on essayait quand ils étaient des grosses opérations, de les faire arrêter de fumer ou en tout cas de mettre des patchs, parce que au moins pendant 15 jours à 3 semaines après la chirurgie, puisque il y a un problème aussi de cicatrisation, et ça c'est des faits qui sont un peu méconnus. Et ça aussi, j'explique ça en consultation en disant, un jour, si vous allez vous faire opérer, peut-être que… Alors, il y en a qui me disent, ah oui, c'est vrai, j'ai été opéré, j'ai eu un souci de cicatrisation, ça a été retardé, etc. Je dis, ça peut être le tabac qui a pu retarder votre cicatrisation. Donc, c'est vrai que c'est des choses, en fait, c'est vraiment, je balaye tout et j'essaie de balayer, quoi. Encore une fois, en fait, c'est multifactoriel et les conséquences, pareil, il n'y a pas une conséquence qui est linéaire, il n'y a pas la conséquence qui est pour tout le monde. Encore une fois, pour rebondir un peu, surtout chez les jeunes, c'est compliqué de parler de prévention. En fait, les conséquences les plus graves sont dans quelques années à venir. Donc, il n'y a pas non plus ce repérage. Après aussi, on a toujours tendance à dire c'est pas moi qui va arriver, c'est aux autres. Donc, en fait, on a toujours tendance aussi un peu tirer la balle aux autres, dire c'est pas moi qui aura le souci ou le risque ou quoi que ce soit. Je pense qu'il y a deux choses aussi importantes à rebondir chez les jeunes. Première, c'est l'accrochage à autre substance. Donc, parfois, par exemple, encore une fois, ils vont pas problématiser le tabac, mais ils fument du cannabis. Donc, pareil, aussi parfois un lien à prendre par rapport à ça. Ou milieu festif, je fume que quand je bois quelque chose ou je ressens. En fait, c'est compliqué de boire un verre sans fumer une cigarette. Donc, voilà, c'est vraiment, en fait, il faut creuser, il faut aller un peu cas par cas. Comme disait Céline, elle prend la fiche, elle rentre un peu par ça, ou la machine. Donc, finalement, et c'est un peu aussi pour reprendre l'idée de Marine sur le fait que il faut accompagner la personne de manière individuelle, personnalisée, en mobilisant un peu toutes les ressources et toujours tenant en compte aussi la motivation de la personne, son parcours, les représentations qu'elle va mettre par rapport à la consommation de quoi que ce soit ou à l'accompagnement de quoi que ce soit. Et la deuxième chose aussi, je trouve que c'est important à pas oublier, c'est le tabac passif. Ah oui. Voilà. Aussi, Et ça, chez les jeunes enfants. Donc, effectivement, le fait qu'aujourd'hui, il y a des lieux qui sont interdits pour fumer, ça aide, mais ça continue quand même. Mais ça avance, mais parfois, on ne s'en rend pas compte. Ouais. Dans la famille, dans la voiture. Oui, oui. Et ils découvrent, les jeunes, là, découvrent effectivement, ah bon, oui, si ton papa qui t'emmène dans la voiture sur 20 km et qui fume, t'en fumes une partie. Ah oui. Ah bon. Oui, ça aussi, c'est une chose importante à indiquer aux jeunes que le tabac passif, c'est très important aussi pour eux. Il y a quelque chose d'assez étonnant d'ailleurs chez les… Je suis en train de penser aux fumeurs de cannabis qui ont beaucoup ont tendance à dire mais moi je fume plus de cigarettes. Oui. Je fume 7 joints par jour. Alors il y a toujours un temps où il faut leur dire dans votre joint qu'est-ce que vous mettez. Mais je fume pas de cigarette. Si en fait c'est en fait la cigarette est tellement le tabac, la toxicité de la combustion du tabac est tellement associée au mot cigarette que dès que finalement la dénomination change, ça devient compliqué. C'est ce qui fait qu'il y a des gens qui nous disent ah oui, mais moi j'en fume 7, mais c'est des roulés. C'est pas une cigarette. C'est vraiment je crois que
la dangerosité de la combustion du tabac est vraiment liée au mot cigarette. Et à partir du moment où on est sur une autre dénomination, joint, roulé, tubé, c'est moins grave. C'est plus pareil. Il faut aussi pas oublier de faire de l'information à ce niveau-là. Surtout que si vous avez des jeunes d'ailleurs qui fument des joints en réduction des risques, ça peut être intéressant de leur dire de laisser le filtre plutôt que de faire ce qu'on va appeler un marocain, donc de couper le bout de la cigarette ou de mettre un carton. Laisser le filtre puisque le THC et le CBD passent tout de même à travers le filtre. Le tirage est beaucoup moins fort, c'est ce qui va pouvoir gêner parce que souvent les fumeurs de joints aiment beaucoup ce côté tirage assez violent. Mais en tout cas, ça peut être un outil de réduction des risques, de mettre un filtre de cigarette dans son joint. Il y a une personne qui souhaite dire quelque chose, partager, ou peut-être il y a quelque chose qu'on n'a pas évoqué. Je vous quitte, je repars sur une autre réunion. Super, il y aura Audrey qui aura le support, donc je pense qu'après elle pourrait l'envoyer. Ouais, ok. Ben, je vous remercie. Merci. Bonne soirée. Merci vous aussi, au revoir. Et au revoir. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui souhaiterait, encore une fois, je refais l'invitation. S'il y a une idée ou peut-être quelque chose qu'on n'a pas. Après, le sujet, il est assez large, donc voilà, mais on peut toujours discuter. Non, personne? Après, au moins un petit signe sur la conversation de le chat, non, c'est tout bon? Du coup, je vais prendre la parole. Moi, j'ai peu d'expérience avec les enfants et c'est pour ça que j'étais venue à ce webinaire. C'est plutôt pour avoir des infos et j'ai appris quand même quelques produits que je ne connaissais pas. Donc, je vais me renseigner un peu plus. Par exemple, les Nicopop, voilà, il y a des petites choses comme ça que je ne connaissais pas. Ça permet d'avoir, alors après, les approches, les jeux, tout ça, je suis normalement assez équipée, mais j'ai encore pas mis en pratique avec les jeunes. Donc on verra, voilà, ça me donne des pistes quand même. Et je suis d'accord avec le monsieur qui disait que le problème d'être frontalier est un grand problème jusque dans les Vosges. Les gens font quand même les allers-retours alors qu'il y a quelques kilomètres, quelques centaines de kilomètres. Mais voilà. Bon, après, hein, chacun est à un stade différent et c'est tout. On est là pour accompagner quand c'est nécessaire et quand le besoin se présente. Merci en tout cas pour votre présentation. De rien. Juste pour dire, on n'a pas mis tous les formes de tabac, on va dire, nicotine. On a mis juste en fait ceux qui sont un peu plus actuels et plus aussi en lien avec les jeunes. Donc voilà, c'est pour ça qu'après, Marine, de toute manière, elle parlait de la cigarette roulée, la cigarette, il y a d'autres choses, mais il me semblait plutôt pertinent là de mettre ce qui est plus actuel, on va dire, ou parfois ça tire les jeunes. Donc, bien sûr, oui. Oui, c'est ça qui était intéressant, c'est bien. Et après, je sais que la Ligue contre le cancer, ils ont pas mal de jeux. Si jamais, après, je sais que vous avez dit que vous en avez, mais aussi il y a des escape games, il y a pas mal de choses si à un moment vous voulez innover. D'accord. Ok, merci. De rien. Il y a une autre personne qui souhaite dire quelque chose, partager des questions, une réflexion, non? Parce que c'est comme ça, je pense qu'on est bon pour ce soir. Audrey, je ne sais pas ce que tu en penses.
Je suis pas sûre qu'elle soit là. Non, elle n'est pas là. Bon. Elle est pas- C'est que c'est bon. Bon, en tout cas, on vous remercie. Merci beaucoup pour ce temps d'écoute, d'échange. C'est toujours intéressant. Encore une fois, le fait de venir, même si on est dans la même région, il y a des choses qui sont différentes, mais aussi il y a des choses qui se partagent. Et finalement, c'est ça ce qui est intéressant. Le fait d'avoir un département un peu bizarroïde, effectivement, entre le haut et le bas, il y a le département haut et le département bas. Oui, oui, merci à vous. Et puis, ma foi, à votre disposition au niveau de la lutte contre le cancer. De toute façon, notre comité est à Vendœuvre, donc si vous êtes sur Nancy, il n'y a pas de problème. On est à votre disposition, que ce soit sur Nancy, il n'y a pas de souci. Super, merci. Bon, de toute manière, courage à tout le monde pour ceux qui Merci vous aussi. ont participé pendant le mois sans tabac. Il y a du travail, il y a du travail. Ouais, donc courage. Merci. Bonne soirée à vous. Bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Bonne soirée, merci, au revoir. Ciao.